à toutes et à tous et bienvenue pour ce dernier épisode de la saison 4 de Pharma Now. Avec nous aujourd'hui, une invitée d'exception. Docteur en pharmacie, elle a exercé dans l'industrie en officine et a su faire rayonner la profession bien au-delà du champ médical. Ministre de la Santé, de la Culture et de l'Écologie, elle a marqué la vie publique française par son engagement, sa liberté de temps et sa capacité à faire bouger les lignes. Elle incarne la diversité des métiers possibles après un diplôme de pharmacien. C'est un immense honneur de la recevoir parmi nous aujourd'hui pour parler de son parcours, de ses convictions et de ce que le métier de pharmacien peut encore offrir aux générations futures. Madame Roselyne Bachelot, merci d'être avec nous. Bonjour Olia, c'est un plaisir d'être ici dans cette belle faculté de pharmacie. Merci d'avoir accepté de venir partager avec nous votre parcours, c'est vraiment un plaisir partagé. Est-ce que vous pouvez vous présenter aux nouvelles générations d'étudiants en pharmacie qui nous regardent et nous parler de votre parcours et de votre carrière d'une grande richesse ? La pharmacie a habité toute ma vie. D'ailleurs, dans les aléas de la carrière politique, puisque j'ai participé à de nombreuses élections, je me disais toujours, si je suis battue, je vais retrouver mon métier, mon vrai métier, mon seul métier, qui est celui d'être pharmacienne. Et je regardais où j'allais racheter une pharmacie, ou quel type d'exercice j'allais exercer. Je suis donc docteur en pharmacie, mais j'ai été également conseillère générale, on dit maintenant conseillère départementale de Maine-et-Loire, spécialiste des affaires sociales, puis conseillère régionale, présidente de la commission d'aménagement du territoire. J'ai été élue 5 fois à l'Assemblée nationale, j'étais même députée européenne. Et puis, ministre de l'écologie, ministre de la santé, ministre des sports, ministre des affaires sociales, ministre de la culture. Et je suis maintenant une femme de médias où j'exerce dans différents médias. Donc, une carrière très riche, sans compter que je suis à la tête de 14 associations humanitaires ou caritatives. Je suis au board exécutif, je suis présidente de la Fédération des orchestres français et je suis présidente du comité d'histoire des ministères de la Santé. C'est quand même très remarquable. C'est riche. Qu'est-ce qui vous a motivé à entreprendre des études de pharmacie ? Comment cette formation a un peu influencé ce que vous avez pu faire Alors, c'est pas une vocation tardive, mais ce sont des études que j'ai exercées tardivement. Pourquoi ? Parce que je n'étais pas à la période des tanguis, c'est-à-dire quand nous avons décidé de nous marier avec celui qui a été le père de mon fils. Mes parents nous ont dit écoutez, vous voulez vous marier, il faut faire bouillir la marmite. Hein. Et donc, on a passé un pacte avec celui qui était mon mari de l'époque. Tu fais tes études et ensuite je ferai les miennes. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un piège à filles, hein, parce que en général, l'homme fait les études et puis quand on arrive à la fin, on a envie plutôt de profiter de la vie. Donc j'ai commencé mes études, j'avais 30 ans. Et donc ça a été un choix d'adulte, parce que parfois on rentre dans une faculté où on choisit un métier, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Moi, à l'époque, en fait, j'étais aux côtés de mon mari, je travaillais dans la pharmacie. Donc c'est un parcours un peu bizarre, parce que j'étais la compagne du pharmacien, on disait la pharmacienne dans le temps alors qu'on n'avait pas de diplôme. Dans la pharmacie, je faisais mes études et j'ai même, lors de la dernière année de fac, j'ai été élu au Conseil général de Maine-et-Loire. Donc j'ai mené tel Ben Hur qui tenait les rênes de son char, j'ai mené la politique, la vie de famille, la profession de pharmacie et les études en même temps. Et je suis sorti major de ma promotion avec 17 de moyenne, donc j'avais une mention très bien. Écoutez... On m'a offert un Dorgo. Je ne sais pas où il est passé. Comment vous êtes passé d'une formation 100% scientifique à plutôt un parcours politique, à des fonctions qui n'ont un peu rien à voir ? La question que tout le monde attend, c'est qu'est-ce que ça fait d'être ministre de la Santé, d'avoir les rênes de la santé de la France ? Est-ce que votre background pharmaceutique, du coup, il a guidé un peu peut-être vos décisions, vos priorités ? Alors, pour expliquer ma carrière politique, il faut savoir que je suis d'une famille où la politique compte énormément. Mes 2 parents étaient 2 grands résistants, chacun dans leur maquis. Mon père dans le maquis de Champaume, ma mère dans le maquis des Montagnes Noires. Mon père venant du Parti communiste et ma mère de la démocratie chrétienne. Donc, j'ai été nourri par 2 idéologies qui se sont retrouvées dans le mouvement gaulliste.
Et l'idée de ne pas faire de politique ne m'a jamais effleuré. Je ferai à un moment ou à un autre de la politique. Vous avez baigné dans le... J'ai baigné là-dedans. Vous savez, mon père m'emmenait partout avec lui. Je pense même, je vais vous raconter une anecdote, quand Général de Gaulle revient au pouvoir en 58, mon père ne l'avait pas vu depuis 3-4 ans. Et il demande à ce qu'on appelait les parents du gaullisme, en l'occurrence Olivier Guichard, que je considère comme mon second père en politique, il lui demande un coupe-fil pour assister à la fameuse conférence de presse du général de Gaulle où il annonce son retour au pouvoir. C'était en haut de ce qui va devenir le musée d'Orsay, qui était toujours la gare d'Orsay. J'avais 10 ans. Mon père m'installe derrière un pilier. Et c'est là que j'assiste à la fameuse interpellation du journaliste du Monde qui dit au général de Gaulle « Protégerez-vous les libertés publiques ?» Et le général de Gaulle, de cette voix de fausset inimitable, lui dit « Les libertés publiques, y ai-je jamais attenté? Je n'ai fait que les défendre. Pensez-vous qu'à 67 ans, je vais commencer une carrière de dictateur ?» Et je pense que je suis la seule personne vivante aujourd'hui à avoir assisté à la conférence de presse, le retour au pouvoir du général de Gaulle. C'est-à-dire que pour moi, la politique, c'était quelque chose qui allait guider ma vie, mais où la pharmacie a eu beaucoup d'importance. Parce que quand je décide de faire une carrière politique, mon père, qui était député de Maine-et-Loire, me dit « Il ne faut jamais qu'on puisse dire que tu as eu ce poste parce que tu es ma fille. Tu vas choisir un secteur où tu n'as aucune chance d'être élu. » Et ce secteur, c'était le canton qui entourait la pharmacie où j'exerçais. D'accord. Mitterrand avait fait 58% des voix. Oui. Le conseiller général socialiste était imbattable. Vous pensez bien que ces salopards de la droite m'ont donné l'investiture sans barguigner. Ils étaient persuadés, ces salopards, que j'allais manger une tôle. Et parce que j'étais pharmacienne, dans ce secteur où j'exerçais mon métier d'une façon sociale, eh bien, quand on a ouvert les urnes, les 60% des voix, c'était moi qui les ai fait. Et quand je suis arrivé à la préfecture le soir de ma victoire, le leader de la droite a dit « Si on avait su que c'était possible, on aurait envoyé un homme. » Et je me suis dit « Ça va être compliqué cette affaire. » Eh bien, écoutez, ça devait être un souvenir très, très marquant parce que... Et c'est la pharmacie, c'est mon exercice de pharmacienne au sein d'un quartier populaire et la façon dont je l'exerçais qui m'a permis de renverser le destin. Oui, eh ben, malheureusement pour eux, ils n'ont pas envoyé un homme. Et avant d'obtenir votre doctorat en pharmacie, vous avez travaillé comme délégué médical pour ICI Pharma et chargé des relations publiques chez Sogipharm. Comment ces expériences ont-elles enrichi votre compréhension du secteur pharmaceutique? Alors, le terme de chargé des relations publiques à Sogipharm, c'est pas du tout un laboratoire, c'est la Société guinéenne de pharmacie, c'est de l'humanitaire que j'ai fait pendant 8 ans, de 1984 à 1991. J'ai fait de l'humanitaire sur le plateau du Fouta Djallon, en Guinée. C'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté. Alors le terme ronflant de délégué à la formation médicale n'a rien à voir. C'est une expérience qui m'a beaucoup apporté. Alors par contre, ICI Pharma, j'ai fait de la visite médicale justement pour faire bouillir la marmite avant de reprendre mes études. Ah, c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté que de faire de la visite médicale. D'abord parce que j'ai une connaissance intime de la profession médicale, à la fois la médecine générale, mais aussi la médecine hospitalière, puisqu'il y avait un produit d'anesthésie qui était un produit majeur, qui était le fluotane, la lotane. Donc on faisait beaucoup de visites hospitalières. Et puis, c'était l'époque rutilante de l'industrie pharmaceutique et de la visite pharmaceutique. Donc, j'ai suivi des formations qui m'ont énormément servi. En particulier, j'ai suivi la formation de Georges Chétochine, qui est à des pontes de la communication non verbale, formation offerte par le laboratoire. J'ai suivi une formation d'expertise comptable. C'était l'époque où on pouvait suivre des formations comme on le souhaitait, dans des entreprises qui gagnaient, c'est vrai, beaucoup d'argent. Et puis,
j'ai eu la chance d'exercer cette profession dans un laboratoire qui était un laboratoire où il y avait des molécules de prestige. ICI Pharma, c'est le laboratoire qui a découvert les bêta-bloquants. Et d'ailleurs, un des chercheurs de ICI Pharma a eu le prix Nobel de médecine à cause de cette découverte. Grâce à cette découverte, plus exactement. Et moi, j'ai passé mes premières années de visite médicale à expliquer aux médecins ce que c'était que les bêta-bloquants. Ils connaissaient pas c'est dingue, mais ils ne savaient pas ce que c'était que les bêta-récepteurs. Pourquoi les pharmaciens ont pas le monopole du médicament pour rien, au final. Voilà, exactement. Et est-ce que vous avez rencontré des défis particuliers en passant justement de secteurs très différents, par exemple en étant du domaine ministériel, de la culture à l'écologie, mais en même temps avec le volet très médical, santé? Or d'abord, c'est une question qu'on pose en général à une femme et qu'on pose pas à un homme, parce que de toute façon, la connaissance universelle coule dans le sang des êtres masculins. Nous, les femmes, on accepte nos connaissances à condition d'être dans une petite case, en général dans le social, voilà, très bien, dans des fonctions un peu maternelles. Des hommes qui ont exercé des fonctions très diverses, j'allais dire, il y en a beaucoup dans la politique, et moi je fais partie de ces politiques qui exercent une fonction classiques, c'est-à-dire qui ont commencé par les différents échelons des élections locales, puis qui ont exercé dans une fonction parlementaire pour devenir ministre à cet âge. Vous savez, il y a des choses qu'on retrouve dans toutes les fonctions ministérielles, c'est-à-dire il faut savoir manier les affaires de l'État, et puis il faut beaucoup travailler, et vous avalez des dossiers, mais je pense que la formation que j'ai reçue en étant docteur en pharmacie m'a énormément servi. D'abord parce que l'exercice réel de la pharmacie d'officine m'a permis d'avoir un contact avec le public qui n'est pas l'apanage forcément des gens qui rentrent dans la politique. Un contact fait à la fois d'autorité et de simplicité. C'est ça la caractéristique de la pharmacie. C'est-à-dire qu'on est quelqu'un qui sait un certain nombre de choses, qui souhaite le communiquer aux personnes qui sont en face de lui ou d'elle, mais en même temps, on pousse votre porte, on prend pas rendez-vous, et on est vraiment de plein pied avec les gens. Et puis, moi, ce qui m'a frappé tout au long de ma carrière politique, c'est finalement dans la politique l'absence globale de culture scientifique, qui est quelque chose d'assez remarquable. Enfin, remarquable au mauvais sens du terme. Il y a beaucoup de gens qui écrivent, qui ont une solide culture générale, mais dès qu'on s'en va vers la science, les chiffres, voilà. Et ce background scientifique qu'on a en étant pharmacien, c'est quelque chose qui sert énormément dans la vie. Et justement, selon vous, quelles sont les compétences clés que les pharmaciens peuvent apporter au-delà de l'officine, donc dans les rôles de conseil, de régulation, de fonction publique? Le pharmacien, c'est le scientifique humaniste. C'est beau. Et il faut qu'il ne renonce à aucune de ces deux fonctions. C'est-à-dire, il faut vraiment que les études soient la rencontre avec la rigueur du raisonnement, la connaissance, aussi cette notion de modestie qu'on doit avoir vis-à-vis de la science, qui est un processus toujours en évolution, toujours se dire que ce qu'on a appris peut être remis en cause, et toujours discuter, toujours reviser, ce qui impose évidemment que la formation continue soit au cœur de l'exercice pharmaceutique. Et puis garder cette simplicité qui fait que on va être en face de gens qui vont souvent déborder cette fonction uniquement pharmaceutique, qui vont vous parler de leurs problèmes de couple, leurs problèmes avec les enfants, leurs problèmes de famille, on va exercer en faisant un petit pansement, etc. Je me souviendrai toujours, il y avait quelqu'un qui s'était blessé, je lui fais un pansement, il me dit combien je vous dois, je dis rien monsieur, et il me tend une pièce de 1 franc, il dit ah non, toute pelle mérite ça, la
Et voilà, mais il faut accepter cette simplicité où je me souviendrai toujours un de mes clients qui me dit quand je fais l'amour à ma femme, j'entends comme un craquement. Je lui dis, vous devriez changer le bois du lit. Bah écoutez, j'aurais pas trouvé une meilleure réponse. Et Madame Roselyne Bachelot, quels conseils donneriez-vous aux étudiants en pharmacie qui souhaitent diversifier leur carrière, explorer et faire comme vous des domaines différents comme la politique ou les médias? Bien exercer son métier. Déjà. Être solidement implanté dans son métier, parce que c'est ce qui vous donne la liberté d'avoir un métier comme la pharmacie ou comme un autre. J'allais dire un vrai métier. Et la pharmacie a l'énorme avantage, c'est qu'à tout moment, vous pouvez la quitter et y revenir. Vous avez un diplôme d'une qualité extraordinaire qui vous ouvre toutes sortes de possibilités. C'est la preuve vivante, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que très souvent, les gens qui font de la politique sont terrorisés par l'idée de se dire, si demain je suis battu ou si je ne suis plus reconduit dans mes fonctions ministérielles, qu'est-ce que je vais devenir? Moi, je me suis jamais posé la question. Et on a souvent, vous l'avez vous-même dans votre propos introductif, bien trop élogieux d'abord, mais on adore les compliments, donc formule purement verbale. On s'est dit Vous avez vanté ma liberté de ton et de prise de position. Si j'ai pu l'exercer, c'est parce que j'étais docteur en pharmacie et que je savais que la vie me protégeait d'un certain nombre, ce choix que j'avais fait me protégeait d'un certain nombre d'aléas de la vie. Et donc, ça, c'est un élément tout à fait important. Mais il faut que le pharmacien, à partir de ce qui est une sorte de base de survie, s'ouvre aux autres et participe à la vie de la cité. Alors il peut y participer de toutes sortes de façons, par la vie associative, mais aussi par la vie politique, et ça c'est très important. Et comment voyez-vous l'évolution du rôle de pharmacien dans les années à venir, notamment avec les défis sanitaires actuels et futurs? Le pharmacien va devenir le pivot du système de santé. On peut le voir avec le développement des nouvelles missions, de la place de plus en plus conséquente. Il faut quitter le complexe d'infériorité qui habite la majorité des pharmaciens. Et qui n'a pas lieu d'être. Et qui n'a absolument pas lieu d'être. Il ne faut pas le remplacer par un complexe de supériorité, bien entendu. Non. Pour la modestie, je ne crains personne. Non, mais c'est vrai que trop souvent, les pharmaciens ont un peu rasé les murs, ont hésité à exercer finalement pleinement l'amplitude de leur métier. On est sur tous les secteurs, on est le rôle de pivot de santé absolument irremplaçable. On a vu avant tout le monde, grâce à nos études, les défis de l'écologie, les conseils qu'on peut donner dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours aux gens. On explique aussi les nouvelles technologies avec des personnes qui se demandent « mais c'est quoi ?» le monde qui nous attend avec la robotique, avec l'intelligence artificielle. C'est ça. Le fait d'être au cœur de cette vie nous permet d'éclairer très souvent l'avenir et d'éclairer la société qui attend les personnes. Quel autre professionnel peut avoir le temps à toutes les cartes pour pouvoir toucher à tout? Voilà, exactement, à toutes les cartes pour expliquer tout ça. Donc, bien sûr, le rôle pharmaceutique en soi-même, le rôle de délivrance des médicaments, de conseil, les nouvelles fonctions qui nous ont été attribuées. Merci Roselyne Bachelot pour l'article trempé de la loi des lignes 9. Coucou. Un petit peu de publicité, ça fait pas de mal. Bien sûr, bien entendu. Quelle est votre vision actuelle de l'état de santé en France, Madame Roselyne Bachelot? Quelle est la pérennité, selon vous, du système de santé français face à l'émergence de médicaments innovants de plus en plus coûteux, par exemple? Moi, ce qui me frappe, c'est que il n'y a à l'heure actuelle pas un politique qui donne aux personnes les clés de l'avenir, qui décrit ce qui va se passer, qui va être une révolution copernicienne telle qu'on n'en a jamais rencontré. Les médicaments coûteux, mais c'est plutôt la survenue de l'intelligence artificielle dans nos métiers, qui est une révolution dont on n'a même pas idée. Et le bouleversement, qui n'est pas pour dans 20 ans, 30 ans, va être quelque chose de bouleversant. Et je pense, vous savez,
j'ai été élu dans une circonscription où il y a eu un grand ministre qui a été avant moi, qui s'appelait Edgar Pisani. Et au moment des événements de mai 68, dans un discours fulminant à la tribune de l'Assemblée nationale, il a dit « La société est bouleversée par l'angoisse et la revendication. Et vous avez choisi de répondre à la revendication pour ne pas répondre à l'angoisse. » Et c'est ça la question politique. C'est de choisir de répondre à cette angoisse existentielle, parce que les gens ont le sentiment que ça se passe. Oui. Vous y répondez par la revendication, par la subvention, par les 10 milliards pour les gilets jaunes, etc. Mais est-ce que vous imaginez que, par exemple, dans la chaîne des métiers, oui, le radiologue, le médecin généraliste, l'infirmière, l'aide-soignant, c'est le radiologue qui va disparaître en premier. Oui. Parce que lui sera remplacé par l'intelligence artificielle. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, le progrès technique va supprimer la tête haute de la chaîne. De la chaîne. Et vous comprenez que le pharmacien dans cette chaîne, il est un maillon absolument indispensable entre la suppression des professions très technologiques et des professions du care. Et ça, moi je suis frappé de voir que personne ne décrit aux Français, aux citoyens ce qui les attend. Et tout ça donne un sentiment d'angoisse profond. Là, nous avons d'abord un rôle technique, un rôle logistique dans cette chaîne de la proximité, oui, où la machine ne pourra pas remplacer l'humain. Et ça, si nous continuons à répondre à l'angoisse par la revendication, c'est la mission que je vous donne, de répondre à l'angoisse par votre humanité. Nous allons faire au mieux, je vous promets. Mais justement, est-ce que ce serait pas parce qu'il y a un flou général et que juste les politiques ne savent réellement pas ce qui risque de se passer ou... Les politiques sont des gens comme les autres. Ils sont des citoyens, c'est ça la démocratie. Hein. On n'est pas dans un lignage de droit divin. On n'élève pas des petits princes à exercer la fonction de roi. Et eux aussi, ils sont bouleversés, ils sont bouleversants. Et puis, on est rentré dans une sorte de course à l'échalote où on ne prend pas le temps de réfléchir. Et je suis persuadé que ce temps de la réflexion, il est absolument indispensable dans un exercice de pouvoir quel qu'il soit. Vous exercerez un pouvoir. Vous serez une femme de pouvoir. Merci, ça me fait énormément plaisir. Non, je sens que vous êtes capable de l'exercer. Une poigne de fer dans des rangs de velours. Eh ben, écoutez, je vous repose encore une autre question. Si c'est comme ça, quelle est la place de la France, Madame Roselyne Bachelot, selon vous, face à une concurrence mondiale de plus en plus importante dans le milieu pharmaceutique, face à des pénuries de produits de santé en hausse? Quelle est votre analyse concernant l'attractivité de la France, tant que pour les investissements dans le milieu pharmaceutique, mais aussi le développement des entreprises de santé aujourd'hui? La France a une carte à jouer, elle a une histoire dans ce domaine, elle a un maillage de formation tout à fait remarquable, elle a des professionnels de haut niveau. Oui. Il s'agit de ne pas casser les entreprises. Moi, je regarde avec consternation le débat sur le fait qu'il faudrait taper sur les entreprises, essayer de redresser le système des finances publiques en pressurant finalement ceux qui marchent bien. Donc au final, ça devient de plus en plus compliqué. Ça devient de plus en plus compliqué. Il va falloir que on change de braquet, c'est-à-dire il faut avoir un discours de vérité. Je crains qu'on ne l'ait pas. Ah, ne me mettez pas de mauvaise humeur, je vais mordre. Allez, on passe. Après votre carrière ministérielle, Madame Roselyne Bachelot, vous êtes devenue chroniqueuse et animatrice. En quoi votre formation scientifique, encore et toujours, vous a-t-elle aidé dans ces rôles médiatiques? La politique, c'est
c'est un métier de communication et ce rôle médiatique, c'est aussi un rôle de communication. Et ce que j'aime dans ce travail de communication, c'est que je peux aussi bien faire un éditorial politique, un éditorial d'explication, écrire un livre. Je suis en train d'écrire mon 14e bébé. Voilà, je suis une écrivaine. Nous n'avons pas le temps, mais oui, si j'avais le temps, je vous aurais parlé du lavabo. Mais il n'y a pas ça, c'est un détail, non, mais j'écris une biographie de Verdi, j'écris un roman sur la vie d'une paysanne au 19e siècle, et finalement, ce qui m'a servi dans la communication politique, c'est-à-dire d'avoir une formation pluridisciplinaire, d'avoir de solides bases scientifiques, d'accepter de mettre un pas de côté. Oui. Dans ce que je dis, ça sert énormément dans la fonction médiatique. Et je peux aussi bien faire les grosses têtes et un éditorial politique ou une émission de talk-show pour certaines associations, certaines structures caritatives dont je m'occupe. Oui, grâce à vos innombrables casquettes. Voilà, c'est ça. Donc, est-ce que vous pensez que les professionnels de santé devraient être justement davantage dans les médias pour informer le public? Attention aux tautologues. On a vu défiler au moment des crises sanitaires des médecins qui, confrontés à ce qu'ils ont dit, et je me souviens d'éminents professeurs de médecine au moment de la crise pandémique de la grippe H1N1, qui, au moment des commissions d'enquête ultérieures, rasaient les murs. Rappelez-vous les déclarations péremptoires de certains sur le fait que les masques n'étaient pas nécessaires, par exemple. Toute la polémique sur la vaccination. Il est doux le miel de la vengeance. C'est un plat qui se mange froid. Oh là là, mais même, je peux le manger chaud, même. Mais je l'ai mangé froid, oui. Comme m'ont dit mes enfants, maman, on te rendra justice après ta mort. J'ai dit, coup de bol, c'est avant. Tant mieux. Avec le recul, comment évaluez-vous l'impact de votre diplôme en pharmacie sur l'ensemble, l'entièreté de votre parcours et de votre carrière? Mon diplôme de pharmacien, c'est de docteur en pharmacie, c'est l'outil de ma liberté, c'est l'outil de ma capacité de résilience. Votre meilleure carte? C'est finalement la carte qui ne m'abandonnera jamais. Je ne mourrai pas ministre, je ne mourrai pas député, mais je mourrai docteur en pharmacie. Et pour finir en beauté, Madame Roselyne Bachelot, ce merveilleux échange, quel message souhaiteriez-vous transmettre aux futurs pharmaciens concernant les opportunités et les diversités des carrières possibles avec ce merveilleux diplôme? Soyez les plus performants possibles dans votre exercice pharmaceutique, quelle que soit la filière que vous choisirez. J'ai un faible pour l'officine, mais j'ai fait du laboratoire, j'ai fait de l'information médicale. Regardez les opportunités qui s'ouvriront à vous. Et finalement, il y a toutes sortes de secteurs dans lesquels les pharmaciens, avec leur capacité d'ingénieurs chimistes, sont évidemment sollicités. La cosmétologie, l'alimentaire, tout ce qui concerne la sécurité des aliments et des produits auxquels les citoyens sont particulièrement attachés. Et puis ouvrez-vous au monde. C'est ce que j'allais vous dire. Soyez des facteurs de paix, de lien social. On est dans une société fracturée. Vous avez un rôle de scientifique, un rôle professionnel, mais aussi un rôle profondément de citoyen, et vous y trouverez des satisfactions extraordinaires. Je n'en doute pas du tout. Bonne chance! Merci beaucoup. Madame Roselyne Bachelot, c'était un plaisir. Vraiment. Merci pour l'intérêt que vous avez porté au projet. Merci pour votre temps. Merci d'être venu pour nous parler de votre parcours, de votre conviction. C'était le dernier épisode de la saison 4 de Pharma Now avec une invitée et pas des moindres. Merci à toute l'Allée Paris. Merci à Monsieur le Doyen. Merci à la Faculté de Pharmacie de Paris et à l'équipe TIS pour avoir fait de cette saison la plus merveilleuse possible.